sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte, dans lequel on va pas tourner autour du pot puisque du coup vous l'avez vu dans le titre, je suis enceinte, et du coup c'était l'occasion de répondre à vos questions. J'ai demandé ça sur Instagram, petite FAQ pour faire un retour d'expérience sur mon premier trimestre en étant indépendante et aussi en étant accompagnante, puisqu'il y a plusieurs de vos questions qui, dans les questions que j'ai gardées, je veux dire, qui étaient spécifiques au fait d'accompagner. Donc voilà, je pense que cet épisode peut intéresser les indépendants, les indépendantes, je dis indépendants aussi, parce que vous pouvez renseigner pour vos éventuelles conjointes, sœurs, que sais-je, et également pro de l'accompagnement, du coup, puisqu'il y aura un petit volet là-dessus. Il y a quand même pas mal de questions, donc j'ai classé ça en 4 volets, on va dire ça comme ça. Le premier trimestre au sens général, les questions qu'il y avait là-dessus, les questions sur le rapport au travail en tant qu'indépendante, une troisième partie sur la posture d'accompagnement, et la quatrième partie, en fait il y a qu'une question dans la quatrième partie, mais parce que c'est une grosse question, qui est un peu plus une question globalisante, on va dire ça comme ça. Donc je fais mon petit disclaimer de début que c'est un épisode retour d'expérience. Moi, c'est des contenus que que j'aime toujours, mais que j'ai aimé écouter notamment au début, parce que ça me permettait de me projeter, ça me permettait de me reconnaître, ça me permettait aussi d'avoir différents sons de cloche, parce que tu vas le voir dans mon retour d'expérience, il y a le fait, je trouve qu'on fait très souvent peur aux femmes avec la maternité, et autant je trouve génial et formidable que on sorte un petit peu de cette de ce discours global de la maternité c'est génial, c'est super, c'est formidable, machin. Bon, voilà, où on sait très bien que non, il y a plein de femmes qui n'aiment pas être enceintes, il y a plein de femmes pour qui objectivement cette grossesse n'est pas un bon moment, bien sûr, mais que du coup des fois on a aussi un petit peu le revers opposé, où finalement tout est contrainte, tout est catastrophique, tout est dramatique, voilà. Bon, en tout cas moi qui suis quand même plutôt une anxieuse de tempérament, clairement je suis plutôt rentrée dans la grossesse et dans la maternité en me disant oh là là, ça va être terrible, parce que c'est plutôt les sons de cloche que j'avais autour de moi. Tu vas être tout le temps crevé, tu vas plus pouvoir bosser, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, bref. Et je trouve que d'une manière générale, une fois que tu es là-dedans et que comme moi tu as la chance de ne pas mal le vivre, je vais revenir là-dessus en détail, finalement ça décale, te dire ah oui profite, parce que tu verras le deuxième trimestre, par le troisième je t'en parle pas, et puis l'accouchement, et puis machin. Et finalement quand j'en parle avec des amis qui sont déjà mamans, ou des fois plusieurs fois mamans, ça se décale, quand elles en ont qu'un, on leur fait peur en disant tu parles, t'en as qu'un, tu verras quand t'en as deux, et puis finalement quand elles en ont deux, mais tu verras quand ils seront à l'école, et puis tu verras quand ils seront adolescents. Donc ça c'est vraiment un des sujets sur lesquels on va revenir, sur la question, on peut appeler ça sororité, pourquoi pas, mais d'une manière générale, je trouve que il y a souvent des discours très anxiogènes autour de la parentalité au sens large, et là spécifiquement sur la question de la grossesse, mais pas que de la grossesse, ça marche aussi pour le postpartum, n'en parlons pas, et peut-être que ça marche pour les pères aussi, je ne sais pas. Bon. Donc tout ça pour dire que le disclaimer que je veux faire avant de commencer, c'est que c'est un retour d'expérience qui ne parle donc que de mon expérience, qui ne dit rien de vérité générale. Ce n'est pas un épisode de conseils, d'astuces ou je ne sais quoi. Au demeurant, j'ai été formée il y a plusieurs années à soit des disciplines qui sont carrément liées à la grossesse, comme la naturopathie de la grossesse, je vais arriver à faire ma phrase moi, il y a quelques années, soit à des disciplines connexes, notamment par le yoga, la yoga thérapie, etc. Donc éventuellement, si ça vous intéresse que je fasse un épisode ou une newsletter, ou enfin bref, un contenu X ou Y, plus de tips, si je peux dire ça comme ça, je vous ferai avec plaisir, vous me direz ça dans les commentaires, vous m'envoyez un DM sur Instagram ou je ne sais quoi. En tout cas pour cet épisode-là, c'est un épisode retour d'expérience. Voilà, j'insistais vraiment là-dessus parce que
je pense que c'est un sujet sur lequel il y a suffisamment d'injonctions et de conseils non sollicités. En tout cas, moi, ça a fait partie des trucs, je vais y revenir, qui m'ont saoulé. Et qui me saoulent toujours, d'ailleurs, se dit en passant. Voilà, bon, on y va, hein, j'ai envie de dire, on y va. Alors, dans les questions sur le premier trimestre, mais en général, la première question, je vais essayer, comme il y a pas mal de questions, de pas trop m'étaler. Vous me connaissez. Pour ça, ceux qui me connaissent être en mode, oui, bien sûr. Non, mais on va être clair, ça va pas durer 20 minutes cet épisode, c'est sûr, vu le nombre de questions, mais je vais essayer de pas trop m'étaler sur chaque question. Sinon, vraiment, pour le coup, ça va durer 2 heures. J'aimerais bien qu'on arrive à faire moins d'1 heure d'épisode, ça serait super. Ça changerait un petit peu. Bon, alors, première question, comment est-ce que tu as vécu ce premier trimestre émotionnellement? Alors, il y avait... Tu as vécu comment ce premier trimestre / émotionnellement. Donc j'imagine que c'était comment tu l'as vécu de manière générale et aussi émotionnellement. Alors comment je l'ai vécu? Disons mieux que prévu dans le sens où, comme je l'évoquais en intro, j'ai pas eu un premier trimestre horriblement compliqué. J'ai été extrêmement épuisée, mais ça j'ai envie de dire pour le coup classique shit quoi. J'ai été malade 2 semaines. On va dire. Donc vraiment, j'ai pas eu un premier trimestre particulièrement épouvantable. Donc je dirais mieux dans le sens où justement, comme je l'évoquais en introduction, ça me faisait tellement peur. En tout cas, je sais pas, ça me faisait tellement peur, mais en tout cas, je m'étais préparée au scénario catastrophe. Donc du coup, finalement, bon, c'était moins pire que prévu, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, bon, effectivement, beaucoup de fatigue, réorganisation de l'emploi du temps, etc. À la limite, mon retour d'expérience, c'est que tu te réorganises en fonction de cette fatigue, mais en même temps, c'est une fatigue qui, bon, encore le premier trimestre, notamment les premières semaines, tout le temps fatigué. Bon, mais à la fin du premier trimestre, je veux dire, c'était plus fluctuant. Donc des fois, tu prévois des trucs et puis tu peux les faire, et puis des fois, tu les prévois. Et en fait, au dernier moment, t'es trop fatigué, tu peux pas les faire. Voilà, donc ça, c'était un peu plus le bins, on va dire, en termes d'emploi du temps, mais j'y reviendrai. Ce que j'ai plutôt... Donc ça, c'est la partie que j'ai bien vécue. Notamment, vous voyez, il y avait beaucoup ce truc de « tu vas voir, tu vas être épuisé, c'est une fatigue inexplicable, machin. » Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, bien sûr que j'étais très fatiguée, et après j'ai aussi des amis, que je commence à rassurer, celles qui peut-être ça stresse, j'ai des amis qui ne sont pas fatigués. Voilà. J'ai une amie, sa 3e grossesse, et c'est la 3e fois qu'elle n'est toujours pas fatiguée dans son premier trimestre. Mais c'est vrai que la plupart du temps on est fatigué. Après, il y a une différence entre celles qui sont fatiguées, celles qui sont très fatiguées, celles qui sont complètement asthéniques, c'est... Bon. Voilà, ça évidemment ça dépend de chaque femme, et puis ça dépend surtout de chaque grossesse, parce que d'une grossesse à l'autre, c'est pas nécessairement la même chose. Mais voilà, donc c'est vrai que, vous voyez, c'est ça que je voulais dire en introduction, c'est qu'il y avait un peu ce truc de... voilà, oh là là, tu vas voir, ça va être terrible, ça va être terrible, ça va être terrible. Et en fait, j'entends. C'était pas tout à fait faux de me dire, tu vas être très fatigué, blablabla. Sauf qu'en fait, je trouve que la variable qu'on ne dit pas non plus aux femmes, c'est le fait que oui, effectivement, tu vas être fatiguée d'une manière très différente d'une fatigue normale, entre guillemets, de quand t'es pas enceinte, c'est vrai. Mais en même temps, tu n'es pas non plus dans ton état normal. Donc en fait, moi je me rappelle que clairement j'étais inquiète, parce que je me disais, oh là là, mon Dieu, mais je vais être crevée tout le temps, mais on me décrivait un truc, vraiment, je me disais, mais ça va être terrible en fait, genre, je vais plus pouvoir bosser, je vais plus pouvoir rien faire. Clairement, il y a des jours où je n'arrivais rien à faire. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas vécu comme un truc horrible et épouvantable, parce que je savais pourquoi je l'étais. Attention, encore une fois, je rappelle, je vais le redire souvent dans cet épisode, mais parce que je veux blesser personne. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le vivre. Je dis mon retour d'expérience. Moi, personnellement, je ne l'ai paradoxalement pas si mal vécu, alors que celles et ceux qui me connaissent savent très bien que je suis plutôt du côté pile électrique de la force, hein, donc je suis plutôt quelqu'un, enfin pile électrique, je sais pas, mais en tout cas, je veux dire, je suis plutôt quelqu'un de dynamique, qui fait beaucoup de sport, qui travaille, qui aime faire des trucs, qui aime sortir, voilà. Donc clairement, quand on me le racontait, je me disais mais je vais trop mal le vivre, ça va être horrible. Oui, sauf qu'en fait, ce qu'on m'a pas dit non plus, c'est qu'en fait, tu vas savoir pourquoi tu es fatigué, qu'il y a des jours où en fait tu es tellement fatigué que de toute façon tu ne te poses pas la question, que c'est une bonne raison d'être fatigué. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que potentiellement tu ne vas pas le vivre
si mal que ça. Voilà, donc ça, c'est la partie qui va rejoindre un peu le deuxième point que je voulais aborder dans ce que j'ai moins bien vécu, c'est les sollicitations, les conseils non sollicités, les avis, plus les conseils, en fait, étonnamment, non sollicités, que j'ai beaucoup eu, notamment au début, les premières semaines. Et ça, pour le coup, ça m'a des fois plus crispé. J'y reviendrai un petit peu après, parce qu'il y avait des questions sur les limites, mais elles sont plus liées au travail. Ça, pour le coup, moi, ça m'a beaucoup énervé. Mais parce qu'en fait, ce sont des positions de sauveur, tu vois. Le côté, je viens te donner un conseil que tu ne m'as pas demandé, c'est-à-dire je vole à ton secours pour t'apporter une solution à un problème que peut-être tu n'as pas et pour lequel tu n'as rien demandé. Moi, vraiment, ça me coûte, pour le dire gentiment. Vraiment, ça me coûte cet envahissement, cette invasion des positions de sauveur. Pardon, j'ai une alarme qui sonne, c'est pas vous. Cet envahissement, cette invasion, cette intrusion là de position de sauveur. Tu sais, il faut que tu penses à ci, hein, puis il faut que tu fasses ci, puis il faut que tu fasses. Ah, je n'ai pas 5 ans. Ça va. Donc ça, pour le coup, c'est un truc que j'avais moins anticipé. C'est le côté quand tu es enceinte, ton corps devient un objet public. Voilà, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais apparemment une femme enceinte, tu as le droit de toucher, ça on me l'a pas encore fait. Tu as le droit de toucher, tu as le droit de commenter, tu as le droit de donner ton avis, tu public quoi. J'ai eu aussi les messages de t'es enceinte, est-ce que t'es enceinte. Voilà, en fait si je ne te l'ai pas dit, c'est que je ne voulais pas te le dire. Ou pas maintenant, en tout cas. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'avais pas anticipé. Ces choses dont j'ai pu entendre parler, parce qu'évidemment, chez les féministes, c'est des choses dont on parle, mais voilà, dont je n'avais pas, évidemment, l'expérience phénoménologique de ce côté voilà, du corps qui devient public, que dans la tête des gens, il se passe un truc, voilà, ce corps est commentable, ce corps est discutable, ce corps est conseillable, et surtout, plus que ça encore, en tout cas plus que ça, moi qui m'a encore plus que ça énervé, c'est l'infantilisation, des femmes enceintes, où d'un coup, on te donne plein de conseils, on te donne des avis, on te parle comme si tu étais un enfant de 5 ans qui ne comprend rien à rien, on te fait des commentaires, moi, qui me rendent chèvre, du type, profite-en, hein, parce que tu sais, après quand bébé il est là, tu vas pas beaucoup dormir, hein. À qui j'ai envie de répondre non mais sans blague, je savais pas, tu vois. Et puis ça tombe bien que tu me le dises à moi en particulier, vu que moi j'ai un bac plus 8 en santé, tu vois, j'ai pas d'infos en fait. Moi je ne sais pas en fait ce que c'est tout ça. Voilà, donc ça pour le coup, moi c'est des choses qui m'ont agacée et où je me suis aussi constatée, observée, plus irritable et plus vite énervée et en capacité d'envoyer chier plus facilement. Là où habituellement je vois beaucoup plus les jeux psychologiques, blablabla, sauveur, persécuteur, victime, tu connais si tu connais mon travail. Alors là je les voyais, hein, c'est pas que je les voyais pas, mais j'avoue que j'avais un peu moins le côté je fais une réponse avec le triomphe compassionnel, je fais une réponse en adulte, voilà, je sentais quand même le persécuteur intérieurement qui avait vraiment envie de répondre, c'est mon travail en fait. C'est une part de mon taf, en fait, d'accompagner la santé. Ne me saoule pas, je ne t'ai rien demandé. Voilà. Si j'ai besoin de quelque chose, je te le demanderai. En attendant, je n'ai pas besoin. Et quand j'ai une question, la plupart du temps, j'en réfère à mon sage-femme. Voilà. En toute logique. Étant donné que tu es comptable, Martine. Donc, voilà. Je veux bien que tu aies ton expérience, hein, mais encore une fois, je t'avais rien demandé. Ensuite, il y avait une question. Comment vis-tu le fait de ne plus avoir la même énergie qu'avant? Allez, je passe. J'ai déjà répondu. Globalement, ça va, même si ça n'empêche pas qu'il y a des jours où ça me saoule, hein, soyons très clairs. Il y a plein de jours où ça me saoule. Et surtout, ce qui peut me saouler, plus maintenant, c'est comme je le disais, c'est la fluctuation. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite, au début, il n'y avait pas de surprise, j'étais fatiguée tous les jours. Voilà, donc au moins... Mais quand je vous dis fatiguée, peut-être pour se donner une idée, moi, encore une fois, sur moi, ce que ça a fait, c'est les premières semaines, je m'endormais à 19h30, 20h. Vraiment, je tombais. Mon mari me réveillait pour manger, parce que pour le coup j'ai pas eu trop de mal à manger, à part les 2 semaines que j'évoquais où j'ai eu un peu des nausées, sinon j'ai pas eu de mal à manger, donc ça c'est vraiment une énorme chance. Et après je m'endormais, je sais pas moi, 21h30, 22h quoi, jusqu'à 7h, 8h, 9h le lendemain. Je redormais l'après-midi de 14h à 18h. Enfin vraiment là il y a eu allez, on va dire 3 semaines où, à ce rythme-là, où je que dormir, et le premier trimestre où je dormais beaucoup, mais pas nécessairement
dans ces quantités-là, quoi. Voilà. Encore une fois, c'est pour moi, ça dit rien de ce que ça va donner pour vous. Ou de ce que ça a donné pour les mamans qui m'écoutent. Voilà, et que là, du coup, maintenant, c'est plus de la fluctuation qui fait que des fois, je vais me faire tout un planning et je me dis, ok, bah, vu mon énergie du moment, demain, je fais ci, et puis, je sais pas moi, le podcast, je l'enregistrerai, bah, vous voyez, là, présentement, le podcast, c'est un exemple, c'est un très bon exemple, que je suis en train d'enregistrer, devait être enregistré ce matin, et puis, en fait, mauvaise nuit, donc, en fait, pas ce matin, donc, je me suis dit, bah, je le ferai début d'après-midi, puis, en fait, début d'après-midi, je suis dit, ah, non, là, en fait, on va faire la sieste, donc, en fait, je vous l'enregistre en plein milieu d'après-midi. Comment vis-tu le fait de ne plus pouvoir fonctionner uniquement à la volonté? Ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit avant. Franchement, c'est pas le truc que je vis le plus mal. Il y a des moments de frustration, comme je viens de l'évoquer, parce que c'est fluctuant. Et c'est plus la frustration de « Ah, punaise, j'avais prévu ça et en fait j'ai pas l'énergie. » Ou « J'avais prévu ça et en fait j'ai mal au dos. » Et voilà, à la limite, il y a ça. Mais franchement, c'est pas le plus... c'est pas le plus contrariant, en tout cas dans ce premier trimestre notamment. Je pense que n'ayant pas de toute façon, pour celles et ceux qui me connaissent et qui connaissent mon travail, n'ayant de toute façon pas un rapport volontariste aux choses, voilà, c'est pas un truc qui du coup me rend malade en mode ouais mais quand même quand tu veux tu peux machin. Alors pas du tout, hein, ça vous me connaissez, moi j'ai pas du tout ce truc là, donc clairement je suis en mode là je peux pas, voilà, je peux pas et je veux pas. Ce qui est aussi rendu plus facile par le fait d'être en indépendante, clairement. Alors indépendante, ça veut pas dire grand chose, parce que bien entendu, dans les manières d'être indépendant, il y en a tellement qu'on n'a pas tous les mêmes réalités. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, dans ma réalité, j'ai pu aussi, à part les journées entières de formation qui étaient bloquées, sinon je pouvais quand même me reposer entre des séances ou entre des rendez-vous ou quoi que ce soit. Et on va dire que, allez, le première moitié du premier trimestre, débit réduit. Débit réduit, genre 1h30 par jour. Débit réduit, vous voyez. Mais vous voyez, là, c'est pareil. Quand on me disait ça, ça me faisait vachement peur. Et en fait, moi, quand j'y pense, je me dis, tu sais, c'est la moitié du premier trimestre. C'est-à-dire, c'est 6 semaines, en fait. Encore une fois, pour moi. Après, là aussi, il y a des femmes qui font de l'hyper-MS gravidique et qui peuvent rien faire. Il y a des femmes qui sont complètement asthéniques parce que complètement anémiées ou parce que vraiment épuisées et qui peuvent rien faire. Voilà. Mais dans mon cas, c'est vrai que ça va demander quand même de bien réduire mon boulot, mais ça a duré quelques semaines, quoi. Voilà. Et après, j'ai pas repris un rythme non plus de zinzin. Même là, au moment où je vous parle, je suis dans mon deuxième trimestre. Je suis au début de mon deuxième trimestre. Je donne pas les dates. Hein, ne me demandez pas c'est quand le terme. T'es à combien de semaines ou je ne sais quoi. Le terme c'est fin d'année. Voilà. Et tout simplement, c'est pas faire des secrets en particulier, c'est juste que déjà c'est notre vie privée et puis c'est surtout qu'en fait j'ai pas envie de me recevoir les messages autour du terme. Alors c'est bon, t'as accouché, voilà. Donc c'est pour ça que je donne pas les dates. Voilà, donc là je suis au début de mon deuxième trimestre, je suis toujours pas à 100% de mon rythme habituel. Et comment je le vis de pas pouvoir fonctionner uniquement à la volonté, je m'en fous. Voilà, ça vraiment pour le coup j'ai pas le truc volontariste, quand on veut, on peut, blablabla, donc j'ai pas l'impression d'avoir perdu là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à accepter pendant ce premier trimestre? Bon, je crois que finalement j'ai déjà un peu répondu là aussi, hein, je vous ai dit pas mal de choses. Je pense qu'à la limite, ce qui est le plus difficile à accepter, c'est le fait de... peut-être plus du manque de contrôle. Je pense que dans mon cas, à moi, ça se joue moins sur la volonté... l'énergie que sais-je, que sur le sentiment de ne pas vraiment contrôler mon emploi du temps, parce que je sais jamais quand est-ce que je vais être fatiguée, je sais jamais quand est-ce que je vais faire une insomnie de grossesse ou pas, je sais jamais quand je vais être malade. Encore une fois, moi je l'ai pas beaucoup été, mais notamment au début du premier trimestre, il y avait ça aussi, hein. Vous voyez, j'avais vraiment ce truc de caler des journées de formation et puis de me dire mais comment je vais faire si d'ici là j'ai des nausées ou des vomissements toute la journée, ou même juste la matinée, vous voyez, ou les premières semaines quand je vois petit à petit la fatigue qui s'installe, je me dis mais comment je vais assurer une journée entière de formation? Voilà. Donc à la limite, moi c'est plutôt ça, c'est plus le fait de j'ai pas toujours j'ai pas toujours le contrôle sur mon corps, j'ai pas le contrôle sur mon corps, mais qui du coup implique que je n'ai pas toujours le contrôle sur mon emploi du temps. Des fois je prévois des trucs mais finalement je peux pas les faire. Des fois je me dis bon là vas-y demain
tranquille, et puis finalement j'ai la méga pêche, des fois jusqu'à 22h30 tout se passe bien, et puis en fait me demande pas pourquoi je m'endors pas, voilà, ça fait partie des symptômes assez classiques de grossesse, les insomnies. Et là c'est pareil, il y a des femmes qui en ont, il y a des femmes qui en ont pas, il y a des femmes qui en ont tout le long, il y en a qui en ont de temps en temps, il y en a qui en ont beaucoup au début, il y en a qui en ont beaucoup à la fin. Voilà, tu vois, c'est plus ce côté manque de contrôle, évidemment du fait d'être plus vulnérable, plus émotive. On va revenir après là-dessus sur la question des implications en tant qu'accompagnante. Voilà, d'être plus émotive, plus vulnérable. Moi, je suis pas quelqu'un de très émotif. Je suis pas quelqu'un d'émotif. Mais bon, on va pas se mentir, de base. Donc du coup, le fait de me vivre là dans un truc un peu poreux, à l'extérieur, un peu perméable. Moi, vous le savez quand même, dans mes sujets, il y a la fermeture du territoire psychique, donc étant un petit peu une obsédée de dehors c'est dehors, dedans c'est dedans, donc de me sentir d'une manière générale assez peu perméable, assez peu poreuse à l'extérieur. Là, pour le coup, c'est vraiment pas ce vécu-là dans la grossesse. Voilà, ça pour le coup, ça fait partie des trucs que j'aime moins. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vu avec les questions qu'on m'a posées, et je le comprends. Parce que moi je faisais pareil, c'est que c'est beaucoup de questions qui dénotent à quel point on est potentiellement inquiète en fait de cette période-là. Genre, c'est quoi le plus difficile? Est-ce que t'as été malade? Et comment tu vis le manque d'énergie? Comment tu vis les symptômes? Et comment tu vis machin? Et je comprends, parce que moi clairement c'était pareil, mais je trouve que voilà, ça dénote aussi à quel point on nous fait peur avec ça. Encore une fois, je le comprends, parce que bien sûr, je vais pas du tout nier le fait qu'il y a des grossesses pathologiques, qu'il y a des grossesses qui sont pas pathologiques au sens médical du terme, mais qui sont pour autant extrêmement difficiles, physiquement, et ou psychiquement, et ou socialement, et ou conjugalement, enfin bref, voilà. Mais il y a aussi des fois où ça se passe bien, quoi. Et que du coup, ce focus aussi sur le négatif fait que oui, il y a eu des choses difficiles à accepter, il y en aura d'autres de toute façon. Mais franchement, c'était pas l'enfer. Encore une fois, pour moi, parce que j'ai pas eu de pathologie dans ce premier trimestre, j'ai pas fait d'hyperémèse gravidique, j'ai pas dormi pendant 3 mois, au contraire. Mais ça, j'ai compris aussi le glow. Un jour, j'ai un pote qui me dit, mais t'as un super glow de femme enceinte. Je suis en mode, bah, tu m'étonnes, frère, je dors 18 heures par jour depuis 2 mois, donc tu m'étonnes, encore heureux. Deuxième volet, c'était les questions qui étaient plus en lien avec le travail indépendant. La première question étant, comment fais-tu pour continuer à travailler quand ton corps te demande de ralentir? Je reviens pas sur la partie acceptation. Pour continuer à travailler, bon, ça pour le coup c'est quand même vraiment un énorme avantage d'être en indépendante, c'est que la plupart du temps tu as quand même un peu plus de contrôle sur ton emploi du temps, un peu plus de flexibilité, avec l'inconvénient pour le coup que quand tu travailles pas, il y a pas de sous qui rentrent. C'est le cas de beaucoup de nos collègues salariés, bien entendu. Hein. Je veux dire, avec les jours de carence, quand elles travaillent pas, elles sont pas payées non plus. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que si elles s'arrêtent plus longtemps, ça peut prendre le relais. Là où effectivement, en tant qu'indépendante, t'as toujours le truc de à un moment donné, il faut que je m'y remette. Bon, tu peux demander un arrêt maladie, mais c'est pas toujours des indemnités de zinzin. Et puis tu peux perdre le client, tu peux perdre le contrat. Enfin bon, bref, je vous apprends pas ce que c'est que d'être indépendant ou indépendante, puisque normalement quand vous êtes ici, c'est le cas de la majorité d'entre vous. J'ai adapté. Franchement, j'ai adapté, mais je continue à adapter finalement. C'est-à-dire que, étonnamment, moi qui suis quelqu'un très 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 du matin, vraiment moi à choisir, je préfère dormir à 21h et me lever à 5h du matin. Tu vois, je suis vraiment un oiseau du matin. Et bien là, à l'inverse, quand j'étais vraiment fatiguée, ça a tout décalé. C'était plus difficile de bosser le matin. Voilà, donc comment j'ai fait pour continuer à travailler? Franchement, j'ai adapté le maximum. Franchement, ce premier trimestre, quand j'étais fatiguée, j'ai dormi. Voilà. Donc après, c'est un énorme privilège de ma situation professionnelle qui implique d'autres enjeux sur le stress financier, etc. Mais sincèrement, j'étais un peu en mode, je m'occuperai de ce problème au deuxième trimestre parce que là, tout de suite, j'étais vraiment une fatigue, un truc, j'en ai rien à faire. Vous voyez, vraiment le truc de le podcast n'est pas sorti. Le podcast n'est pas sorti. Vous voyez, alors je caricature parce qu'en l'occurrence, ça aussi, je pense que c'est important à dire, c'est que pour celles et ceux qui me suivent assidûment, déjà merci, et petit 2, vous l'avez vu, pour vous ça n'a pas changé grand chose, pour pas dire rien. Les formations ont été assurées, les séances ont été assurées, les podcasts sont sortis en temps et en heure, les newsletters sont partis en temps et en heure.
Voilà, à la limite, la seule différence que ça fait, c'est que j'étais moins présente sur Instagram en story, quoi, hein, et en post. Et ça, encore, c'est aussi pour d'autres raisons dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Donc, franchement, voilà, faut relativiser 2 minutes aussi. J'ai pas déserté, j'ai quand même réussi à travailler. J'ai tenu mes obligations administratives, etc. Par contre, effectivement, il y a des choses aussi sur lesquelles j'ai lâché l'affaire, c'est-à-dire il y aura pas de publication Instagram, ben il y aura pas de publication Instagram. En fait, vous voyez, il y a aussi un peu le truc de je suis pas neurochirurgien. En fait, à un moment donné, c'est pas grave. Personne ne va mourir parce que, en l'occurrence, je suis arrivée à faire ce que j'avais à faire entre guillemets du minimum syndical et même un peu plus, mais avec le truc de me dire, voilà, je fais de mon mieux. Et en fait, si le podcast ne sort pas mardi, bah le podcast ne sort pas mardi. Voilà, il y a les grands assidus de ta boîte qui vont dire, ah tiens, c'est mardi, il n'y a pas le podcast de Laura, c'est bizarre. Voilà, ce qui doit concerner peut-être 6 personnes. Quand je dis 6 personnes, je parle vraiment. Qui sont les gens parmi vous qui vraiment pensent à ça le mardi matin? Vous n'êtes pas une majorité, ce qui est bien normal, vous avez autre chose à faire de votre vie, vous avez vos enfants, vous avez votre vie, vous avez vos obligations, vous avez votre travail, vous avez votre sport, bref, vous avez votre vie, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, et au bien même, s'il y avait des gens absolument dévastés par la situation de mon Dieu, il n'y a pas l'épisode de Laura ce matin, eh bien c'est pas très grave, je veux dire, personne n'allait être mis en péril par cette situation. Est-ce que tu t'es senti coupable de ralentir ton activité? Je pense que j'ai déjà pas mal répondu à ça. Comment vis-tu le fait d'avoir besoin de ralentir dans une société qui valorise autant la productivité? Alors ça, je pense que vraiment, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Donc je reviens pas sur le côté ralentir, mais sur le fait de effectivement dans une société très productiviste. Alors je pense que ce qui m'aide, c'est déjà, comme je l'ai évoqué plus tôt, de ne pas avoir un rapport volontariste. Donc c'est vrai que comme j'ai pas j'ai plus le schéma mental volontariste, voilà, le truc quand tu veux tu peux, no pain no gain, je sais pas quoi là, j'ai pas le schéma mental méritocratique dans le truc de oui, mais à un moment donné il faut mériter, il faut souffrir pour mériter ou je sais pas quoi. Voilà, je pense que le deuxième truc qui me prémunit beaucoup de ça, bah, c'est d'être de gauche, hein, clairement. Dans le sens que c'est d'autres valeurs qui sont valorisées, et surtout dans le sens que, et là aussi vous le savez, vous savez ceux qui me suivent, c'est que je le connais bien, ce mode de production capitaliste, c'est quand même un de mes sujets principaux d'études, donc aussi, voilà, je m'attends à rien. Là c'est même pas, je m'attends à rien, je suis quand même déçue, hein, c'est... je sais ce qui m'attend en fait, donc du coup il y a un truc de voilà, je sais ce qui m'attend, je ne partage pas les valeurs de ce mode de production, donc je me sens pas en dissonance cognitive, et je sais ce qui m'attend sur le fait que ça va coincer à plein d'endroits en termes de chiffre d'affaires, en termes voilà d'entrée d'argent, en termes de garde, etc., etc. Mais du coup, ça peut m'énerver, ça peut me révolter, je peux trouver ça injuste, ça peut me saouler, ça peut plein de choses. Mais du coup, je ne l'intériorise pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup, l'avantage, c'est que ça fait pas le truc de c'est moi qui suis nul, c'est moi qui n'en fais pas assez, c'est moi qui n'arrive pas à ceci, c'est moi qui non. Tiens, ce mode de production j'allais dire n'a aucun sens. J'exagère. C'est pas qu'il a aucun sens, mais je vous refais pas tout le cours sur le capitalisme parce que alors là, c'est sûr, l'épisode va durer 2h30. Vous me connaissez. Et dans les pierres angulaires de ce mode de production, j'en ai déjà parlé 20 fois, il y a le racisme et puis il y a le sexisme. Voilà, et je suis une personne sexisée et je suis dans la situation, comment dirais-je, à l'apogée d'un système misogyne, quoi, hein, clairement. Hein. Donc, que ce soit la grossesse et de surcroît le postpartum. Plutôt même hein, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ça n'empêche pas de le constater, ça n'empêche pas d'en être révolté, ça n'empêche pas d'en payer les pots cassés. Mais par contre, je ne l'intériorise pas en me disant je devrais travailler plus, je devrais avoir plus d'énergie, je devrais, je sais pas, réarmer démographiquement le pays ou je sais pas quel autre truc. Non, hein, clairement non. Est-ce que cette grossesse t'a obligé à revoir certaines habitudes de travail? Bon, il a déjà répondu. Comment as-tu vécu le fait de devoir poser plus de limites, / qu'est-ce que ça t'a appris sur tes limites? Bon, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Alors ça, finalement, c'est un petit peu en lien. Comment as-tu vécu le fait de devoir poser plus de limites? Bon, là, je pense que c'est aussi un peu en lien avec mes sujets de spécialité à moi. J'ai pas mal vécu le fait de devoir poser des limites. Par contre, j'ai plutôt mal vécu le fait
certaines personnes. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'il y a plutôt certaines personnes avec lesquelles ça a pu plus m'agacer parce que j'en attendais plus. Vous voyez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hein. Il y a des gens dans ton entourage, t'es pas étonné. Comme je disais avant, tu t'attends à rien, t'es pas déçu. Tu le sais. Tu le sais que tu vas te prendre la réflexion. Tu le sais que tu vas entendre, ah bah oui, moi quand même, de mon temps, je prenais pas de temps. Bon, ok. Et il y a des personnes, des fois, surprenantes. Voilà. Donc à la limite, c'était plutôt ça. Voilà, moi c'est plutôt, comme je l'ai dit au début, c'est plutôt ce genre de réflexion qu'on peut me saouler. Le truc de, oh là là, bah oui, mais enfin quand même, les femmes, alors ça c'est menti sur terre. Les femmes, elles accouchent depuis la nuit des temps, personne n'en meurt, quoi. Si. Si, des centaines de femmes par jour quand même, hein, même d'ailleurs précisément. Hein. Donc j'imagine pas les stats que nous n'avons pas des millénaires avant nous. Si, voilà. Le truc de, oui, enfin c'est bon quoi. T'es enceinte, t'es pas malade. Alors certes. Alors des fois oui, hein. Au demeurant il y a des grossesses pathologiques, mais quand on n'est pas dans le cadre de la grossesse pathologique, effectivement, la grossesse n'est pas une maladie au sens médical de la chose. Maintenant, être enceinte dans un système capitaliste patriarcal validiste, je ne veux pas entendre cette réflexion en fait, parce que clairement tu n'es pas du tout dans un système voilà, le seul point où ce système valorise les femmes enceintes, c'est par misogynie, clairement. C'est par ce truc de oh là là, c'est formidable, c'est l'essence de femme, c'est la puissance féminine, je peux, oh là là. Bon, alors moi vous savez hein, les essentialistes c'est pas mon truc. Donc vraiment ça me rend ouf, je suis en mode non en fait, je ne suis pas puissante ou sur les starting blocks de la situation parce que c'est mon essence ou mon instinct maternel ou je sais pas quoi. Je suis dans cette situation puisque nous avons apparemment décidé collectivement que c'était un sujet à responsabilité individuelle qui concernait les femmes. Donc les femmes sont fortes parce que il faut bien qu'elles s'en occupent, tout simplement, parce que de toute façon elles vont pas laisser ces petits bambins tout seuls sur un bout de trottoir. Voilà, donc en fait elles s'en occupent. C'est pas parce qu'elles ont une puissance venue de la lune ou je ne sais quoi, excusez-moi, hein, je ne veux pas être désagréable avec les croyances de chacun, il y a aucun problème avec les croyances de chacun et de chacune, mais par contre l'instrumentalisation politique, c'est pas mon truc, ou surtout d'aller au devant de femmes enceintes pour leur dire ce qui est un peu de manière, et je dis pas que c'est fait comme ça, mais qui peut être vécu comme, moi je l'ai pas vécu comme ça parce que moi c'est plus philosophiquement que j'ai un désaccord, mais je comprends que pour certaines femmes ça puisse être vécu comme une minimisation de leurs difficultés ou une disqualification carrément de leurs difficultés, parce que du coup il y a un peu ce truc de bah alors du coup ça veut dire quoi, que moi je suis pas puissante en tant que femme, ça veut dire que moi je suis pas dans mon essence féminine. Voilà, donc vraiment moi pour le coup je l'ai pas trop vécu comme ça parce que voilà, c'est plus une discontinuité épistémologique, n'est-ce pas, que je ne partage pas, donc du coup j'avais pas trop ce truc là. Voilà, je pense que ça rejoint un petit peu dans les questions d'avant. Je pense que ça m'aide aussi à ne pas, qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive à ne pas prendre pour moi, à ne pas intérioriser, parce que je suis en mode genre c'est politique. C'est une organisation structurelle, c'est pour ça que les femmes sont dans cette situation. Bref. Voilà, et l'autre truc que je voulais vous dire sur la question du travail, c'est que je m'étais quand même préparée à pas mal de choses. C'est-à-dire que je m'étais préparée à la grossesse en tant que telle, on ne le peut pas toujours, n'est-ce pas? Parce que des fois il y a des grossesses surprises, parce que des fois il y a des grossesses qui tardent, parce que des fois il y a des grossesses qui sont assistées médicalement, etc., etc. Donc là-dessus, moi je ne suis pas une spécialiste de la préparation business à la grossesse. Là pour le coup, je vais vous renvoyer vers le travail de Solène. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui la connaissent, grossesse d'entrepreneuse. D'ailleurs, qui fait un peu partie de ma préparation parce que j'avais pris son calendrier de l'avant-bébé il y a 1 an et demi, peut-être même 2 ans, donc je tombe enceinte, peut-être 1 an et demi, plutôt. Donc je n'étais pas du tout en essai bébé quand j'ai pris ce calendrier de l'avant. C'est plus que, voilà, moi je suis plutôt la team méga anticipation, organisation, etc. Donc j'avais pris ce calendrier de l'avant-bébé bien avant la question de la concrétisation de cette grossesse. Voilà, mais j'avais vachement aimé son format parce que du coup petit format, un audio, voilà, un audio tous les jours pendant 15 jours, simple, efficace, 5 minutes, 10 minutes par jour,
Comme ça, quand j'en loupais 2, en fait, le 3e jour, finalement, ça me prenait que 30 minutes de tout rattraper et j'avais un peu le condensé des informations. Donc ça, vraiment, ça m'a aidé parce que ça m'avait un peu, tu vois, dégrossi le terrain. Donc je te mets dans la description un lien qui est un lien affilié, hein, je le précise, vers son calendrier de l'Avent. Et après, pendant la grossesse, j'ai rejoint sa plus grosse formation vraiment de préparation business à la grossesse. Je te mets le lien là aussi dans la description si tu veux aller voir ce que c'est et aller voir son travail. Voilà, donc ça d'ailleurs je pense en me disant, je rajouterai les liens, que ça peut faire partie des choses qui vont t'aider. Aussi parce que du coup il y a un forum, donc t'es pas toute seule. Et puis elle a vu passer beaucoup de cas. Et surtout t'as des réponses à tes questions sur concrètement je fais comment pour m'organiser, bon voilà. Et après j'avais quand même mis des choses en place dès que j'ai su, c'est-à-dire réduction, priorisation. Si vous me connaissez, vous savez, moi je suis un peu une obsédée de la loi de Pareto pour tout dans ma vie. Donc voilà, j'étais un peu en mode, il y a 20% du travail qui fait 80% Allez, il y a 20% des choses à faire qui font 80% du travail, on va plutôt le dire dans ce sens-là, focus là-dessus. Donc clairement, ma priorité, c'était assurer les rendez-vous et assurer les formations. Et le reste, on verra plus tard. J'avais un petit peu d'avance, donc j'ai profité tant que j'avais un peu d'énergie d'enregistrer tous les podcasts, je pense que c'était ceux du mois de mars, je pense. Voilà, pour que tac, c'est bon, c'est enregistré, c'est programmé, il y a basta, on n'en parle plus. Voilà, donc j'ai essayé quand même de regarder qu'est-ce qui pouvait être réduit sans que, voilà, comme je vous disais, il y a une newsletter qui est pas sortie, il y a une newsletter qui est pas sortie, c'est pas grave, c'est bon, personne ne va s'en rappeler, tout le monde s'en fout. Donc, qu'est-ce qui peut être réduit, qu'est-ce qui peut être supprimé? Qu'est-ce qui doit à tout prix être conservé? Ça prend combien d'énergie de conserver ces trucs-là? Et donc, voilà, comment on alloue en priorité là-dessus. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? C'est déjà pas mal. 3e et avant-dernier volet, les questions qui sont liées à la pratique d'accompagnement à proprement parler. Est-ce que tu t'es sentie moins solide ou moins contenante avec des clientes? Oui, certains jours. Rarement, ça m'a pas non plus empêché de fonctionner, on va dire ça comme ça, mais oui, il y a eu certaines séances où effectivement je sentais que donc ça c'est un concept de la transparence maternelle psychique dont on vous a déjà parlé sur ce podcast avec Chloé et c'est avec Chloé qu'on a parlé de ça. Je réfléchis à autre. Je vous mettrai le lien là aussi dans la description. Donc Chloé, elle est psy, il y en a beaucoup parmi vous qui la connaissent puisqu'elle est intervenante dans la formation posture. Et elle était venue il y a plusieurs années parler de maternité, justement sur le volet psycho de la chose. Et donc voilà, la transparence maternelle psychique qui est un concept qui parle de ça, du fait que pendant la grossesse, les défenses psychiques de la mère vont baisser et que donc ça fait ce côté d'être voilà un peu plus poreuse, un peu plus perméable, un peu plus vulnérable aussi bien sûr. Et donc effectivement, il y a eu des moments où je me suis sentie, comme je vous le disais tout à l'heure, moi qui suis quand même pas très émotive de base, qui me sens quand même vraiment, j'ai jamais eu, même pendant mes études, même pendant mes stages à l'hôpital, c'est une thématique que moi j'ai pas eu. Je ne me suis jamais sentie envahie, dépassée par le vécu des bénéficiaires. Je ne l'ai pas traîné à la maison, voilà, j'ai pas eu ces vécus-là. Donc là, ça m'a pas fait ça non plus. Mais effectivement, j'ai senti, surtout voilà, que je peux comparer avec un avant où je particulièrement étanche. Là, j'ai senti que j'étais quand même moins étanche. Ça ne m'a pas empêché de fonctionner, ça m'a pas empêché de faire mes séances, ça ne m'a pas développé une anxiété d'aller en séance, ça n'a pas voilà, ça m'a pas fait quitter ma posture non plus. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus totalement submergent. Encore une fois, dans mon cas, mon retour d'expérience, mais ça a eu lieu. Voilà, il y a eu des moments où je sentais que quand même j'étais pas aussi étanche que ce que je l'étais avant. Et j'en parlais d'ailleurs l'autre jour avec mon sage-femme où il disait que voilà, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent chez les pros de l'accompagnement, des fois d'arrêter les suivis. Et là, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui, dès le 2e trimestre, disent c'est bon, stop, moi je ne veux plus entendre le vécu des gens là, j'ai besoin de me protéger. Il y a des femmes qui travaillent jusqu'au bout, il y a des femmes qui arrêtent au dernier trimestre, etc. C'est vrai que ça dépend aussi de votre clientèle ou de votre patientèle, des enjeux qu'on vous emmène, de comment vous vous sentez, de est-ce que ce vécu de se sentir moins contenante, moins étanche, il est là une fois de temps en temps, ce qui était mon cas, ou est-ce que vous sentez que ça commence à être vraiment beaucoup là. Voilà. Moi, je suis pas... comment dirais-je ? Je me dis pas non, mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, je vais continuer.
non, voilà, moi j'ai prévu un congé mat où je m'arrête quand même pas mal avant. Si finalement je le décale, mais je suis voilà plutôt partie dans le truc d'avoir conscience que je pense que je peux rester étanche parce que je vais le prendre sur moi, mais que j'aurais peut-être pas très envie de le prendre sur moi jusqu'au bout. Comment vis-tu le fait d'accompagner des gens alors que toi-même tu traverses une énorme transformation? Pas différemment que d'autres moments de ma vie où j'ai pu vivre des trucs, des grandes transformations ou des moments difficiles. La différence, c'est plutôt que dans ces moments où je vivais des choses dans ma vie personnelle, de l'ordre de la transformation positive ou négative entre guillemets, dans le sens de vivre des événements de vie difficiles qui amenaient à une transformation. Du coup, je me sentais plus étanche, ce que je vous racontais avant. Donc là, à la limite, la petite différence, c'est pas tant le fait d'accompagner des gens en vivant moi-même une transformation, puisque moi j'ai un rapport de quand on est pro de l'accompagnement et que on l'est pendant des années, peut-être des dizaines d'années, peut-être toute sa vie, bah de toute façon voilà, vous allez aussi accompagner au fur et à mesure de ce qui vous arrive dans la vie et c'est aussi une richesse dans les accompagnements parce que vous gagnez aussi en expérience phénoménologique, vous gagnez aussi en compréhension au fur et à mesure de ce que vous vivez dans votre vie. Peut-être que vous allez vous renseigner, peut-être que vous allez vous former, peut-être que vous allez découvrir des concepts, vous voyez. Donc bon, moi je trouve ça plutôt bien et je veux dire, vos bénéficiaires sont pas non plus. Bon, ça c'est encore une fois, c'est des questions de posture, c'est des questions d'épistémologie. Moi, mon avis, c'est que vos bénéficiaires, ils sont pas dans un bocal de formol avec vous, d'accord? Ils sont aussi dans la vraie vie, ils interagissent avec un vrai être humain. Voilà, donc moi, j'avoue, j'ai pas un rapport à l'accompagnement où il s'agit de les mettre dans des espèces de bulles stériles. Alors évidemment, je vais pas raconter ma vie, évidemment, je vais pas leur déborder dessus, ça va sans dire. Mais voilà, je n'étais pas tracassée par le fait que qu'il se passe des choses en moi. Encore une fois, je dis encore une fois parce que je vous parle souvent de posture, mais encore une fois pour moi c'est des enjeux de posture finalement. Hein. C'est des enjeux c'est-à-dire d'être en maîtrise de son vécu interne, de son vécu émotionnel, de son vécu projectif, en maîtrise du contre-transfert qui peut être un peu modifié par la situation dans laquelle vous êtes vous. Voilà, donc là pour le coup, voilà, plutôt des enjeux de posture. Comment vis-tu le fait d'être dans une période où toi aussi tu as besoin de soutien? Encore une fois, je dirais finalement pas différemment que d'autres périodes de vie où j'ai eu particulièrement besoin de soutien. Je ne vis pas les séances comme, après aussi, moi vous le savez, hein, c'est pas la majorité de mon travail. Hein. La majorité de mon temps de travail, c'est de la formation. Donc c'est sûrement peut-être différent d'accompagnants qui sont en séance individuelle ou collective. Vraiment plusieurs heures par jour, tous les jours, toutes les semaines, c'est sûrement très différent. Moi, c'est pas mon cas, c'est plus mon cas, en l'occurrence. Donc je pense que ça aussi c'est différent parce que le rapport en formation, c'est pas le même. Hein. C'est plus drainant, c'est plus énergivore, mais c'est moins, il y a moins de perméabilité émotionnelle, quoi. Voilà. Donc comment je vis le fait d'être dans une période où moi aussi j'ai besoin de soutien, pas vraiment différemment d'autres périodes de vie où j'ai pu avoir besoin de soutien, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais m'apporter moi dans ma vie perso et ou aller demander de l'aide dans ma vie personnelle. Donc de toute façon mes bénéficiaires, c'est évidemment pas leur place. Donc après ça rejoint un petit peu la question d'avant, hein, c'est le fait aussi voilà, d'une étanchéité entre le pro, le perso, maîtrise de sa vie projective, maîtrise de son contre-transfert, de savoir qu'effectivement on est dans cette période-là, on est peut-être plus fatigué, on est peut-être plus vulnérable, on est peut-être plus perméable. Donc effectivement, ça peut changer un peu la dynamique relationnelle, ça peut changer un peu le vécu projectif, ça peut changer un peu le contre-transfert, ça peut changer l'élargissement des règles. Peut-être aussi que on peut sauter plus vite dans des jeux psychologiques parce que voilà, on est plus fatigué, on a moins de défense psychique, on est un peu moins étanche, donc il y a des choses qui des fois peut-être nous agacent, là ça nous agace beaucoup, il y a des choses des fois qui nous inquiètent, là ça nous inquiète beaucoup, voilà. Posture. Encore une fois, maîtrise de la posture. Avant-dernière question de cet épisode, comment as-tu vécu le fait de continuer à être visible alors que tu traversais quelque chose d'aussi intime? Bonne question. Alors, je dirais bien et pas bien. Dans le sens de bien, dans le sens
je suis pas non plus dans une situation de visibilité qui m'échappe. C'est-à-dire que j'ai un contrôle cette visibilité. C'est moi qui gère mes réseaux sociaux. Je fais des stories si je veux. Si machin. Bon. En plus, c'est une période où Thomas n'est pas très disponible, donc il y a pas de stream, donc j'avais pas le côté en plus caché, etc. Il y avait la question notamment le fait d'être beaucoup en live, que ce soit les ateliers, que ce soit les formations, que ce soit les podcasts, où effectivement ça peut commencer à se voir. Mais bon, c'est vrai que ça commence à se voir un petit peu avant que je l'ai annoncé sur Instagram. Mais bon, voilà, avec le truc de bon, au pire, ça c'est 2 semaines plus tôt. Ok. Voilà, donc je suis pas dans une situation où ma visibilité m'échappe. C'est pas comme si j'étais non plus une personnalité publique qu'on pouvait à tout moment prendre en photo dans la rue ou je ne sais quoi. Donc de ce côté-là, bien. À la limite, ce que j'ai moins bien vécu pour le coup, c'est de devoir adapter des choses dans mon travail, du coup de devoir prévenir des gens ou de devoir faire des annonces entre guillemets publiques, par exemple de prévenir qu'il n'y aurait pas la formation posture en fin d'année. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont tilté le truc de genre il n'y aura pas ta formation dans 9 mois. Bon, je remercie, mais vraiment sincèrement, chaleureusement toutes les personnes parmi vous qui s'en sont doutées et qui n'ont rien dit. Je sais que ça peut paraître évident, mais j'ai aussi reçu des messages de gens qui sont venus me dire « Ah, j'ai vu tes stories, machin, est-ce que tu es enceinte ?» Je comprends l'enthousiasme, je comprends l'engouement, je comprends la curiosité. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors vraiment, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. J'aurais pu ne pas l'être, j'aurais pu faire une fausse couche, j'aurais pu... ça aurait pu mal se passer, j'aurais pu sortir du sage-femme et venir d'apprendre que le cœur ne battait plus. Enfin, faites pas ça, en fait. C'est vraiment, si les gens ne vous l'ont pas dit, c'est qu'ils ont pas envie de vous le dire, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas le bon moment, parce qu'ils ont pas envie de vous le dire à vous. Désolé, n'en faites pas une affaire personnelle, mais voilà, parce que ils ont pas envie de le dire tout court. Voilà, moi en l'occurrence, il y avait pas des gens à qui je voulais le dire et pas le dire, mais en l'occurrence, j'étais aussi un peu dans une situation, notamment il y avait des élèves pour le niveau 3 de la formation. Ce niveau 3, je savais que le congé mat allait tomber bam, en plein au milieu de ce niveau 3. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup discuté avec mon mari pour qu'il m'aide à processer. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut l'aménager? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Bon, long story short, j'ai contacté du coup ces élèves en disant que ostensiblement je ne me voyais pas m'arrêter 4 mois en plein milieu de la formation, avec aussi la situation de et si les prémas et que je m'arrête avant, et si pour X ou Y raison je rallonge le congé mat, parce qu'il y a un enfant malade, parce qu'on n'a pas de garde, parce que je n'ai pas envie de reprendre, parce que je ne suis pas en état de reprendre. Bref, il y avait trop d'inconnus, il y avait trop de variables inconnues, et ce niveau 3, c'est quand même une grosse formation, c'est un engagement de temps, d'énergie, c'est un engagement d'argent, et ostensiblement, je ne me voyais pas lancer ce niveau 3 sans prévenir mes bénéficiaires, et au final, même, je me voyais pas du tout le lancer avec une absence au milieu qu'en plus je pouvais mal maîtriser. Donc du coup, il a bien fallu que j'informe certaines élèves très tôt de cette grossesse, ce qui m'emballait pas des masses, parce que autant on n'a pas trop traîné pour l'annoncer autour de nous, parce que encore une fois ça nous appartient à nous. Nous on a fait le choix qu'on n'avait pas envie de se retrouver seul si cette grossesse n'était pas la bonne, mais là encore hein, bien sûr il y a des femmes et ou des couples qui veulent pas l'annoncer tôt. Quand même vous fasse, enfin vraiment faites comme vous voulez et surtout comme vous pouvez, clairement. Par contre, je n'avais pas du tout envie de faire une annonce public, parce que là pour le coup autant mes proches c'est une chose, autant moi personnellement j'avais pas du tout envie de me retrouver dans la situation de devoir faire un communiqué officiel podcast, réseaux sociaux ou je sais pas quoi pour dire que cette grossesse s'était arrêtée, même si on est bien d'accord elle peut tout le temps s'arrêter bien entendu, mais bon au premier trimestre on sait que c'est là que statistiquement il y a plus de chances que ça arrive et donc voilà, donc des fois j'ai été dans la situation de devoir le dire, ça a toujours été très bien réceptionné, comprise, etc. J'en profite de remercier les élèves qui ont compris, les élèves qui ont entre guillemets tenu leur langue, qui l'ont su plus tôt et qui n'ont rien dit, parce que je sais que des fois il y en a qui sont copines entre eux, donc je sais que des fois ça a mis des personnes dans la situation d'apprendre une nouvelle qui pouvait les réjouir, qui pouvait exciter un petit peu et de pas pouvoir le dire. Voilà, donc je remercie les nanas en l'occurrence parce que c'était des femmes mais qui ont respecté tout simplement le fait que c'était pas le moment pour moi de le dire. Et pour les personnes qui sont venues me le demander, etc., sans rancune, je ne vous en veux pas, mais pour les autres femmes, ne faites pas ça. Voilà, parce que vous savez pas où vous foutez les pieds. Moi, il s'est avéré que vous n'êtes pas arrivé à un moment où je venais d'apprendre un drame, mais bon,
À tout moment, ça pouvait être le cas. Et même moi, dans mon cas, voilà, il n'y avait pas de drame. Je venais pas d'apprendre un arrêt naturel de grossesse. Je venais pas d'apprendre quelque chose de catastrophique. Mais par contre, je me sentais envahie. Justement, ce qui se passe dans mon utérus, ça ne regarde personne en fait. Genre, si je suis dans la situation de devoir dire que dans 9 mois, je ne serai pas là et que je ne dis pas pourquoi, c'est parce que j'ai pas envie de le dire en fait. Enfin, c'est tout quoi. Vraiment, l'équation n'était pas compliquée à résoudre. Donc voilà, ça à la limite, c'est cette partie-là de la visibilité entre guillemets qui était pénible. C'est que forcément, voilà, des fois t'es dans la situation où les gens peuvent s'en douter parce que t'es obligé de prévoir des choses, parce que tu vas dire quelque chose, parce que on voit que t'as un peu grossi, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui change, parce que t'as pas la même tête qu'avant, parce que voilà. Et donc forcément, des fois dans le lot, y en a qui, voilà, c'est pas nécessairement méchant, c'est pas du tout nécessairement de mauvaise volonté. Mais ça peut être mal vécu. Voilà, ça peut être mal vécu parce qu'on apprend quelque chose de dur, ou ça peut être mal vécu parce qu'on se sent épié, intrusé, un peu ce que je vous disais au début, la sensation que d'un coup le corps devient public. Voilà. Et la dernière question de cet épisode, et après on s'arrête, sinon ça va être très très long. Comment tu as vécu intérieurement ce passage d'une identité qui était centrée sur ton travail à quelque chose de beaucoup plus vaste? Alors, j'ai gardé cette question parce qu'elle m'a interloquée. Je me suis dit c'est intéressant parce que ça parle aussi de l'image qu'on peut renvoyer, je suppose. Comment as-tu vécu intérieurement ce passage d'une identité centrée sur ton boulot? Alors autant ça l'a été beaucoup dans ma vie, clairement, autant ces dernières années c'était moins le cas. Donc du coup c'est pour ça que elle m'a intriguée cette question. Mais elle est bien en vrai, hein. Mais elle m'a un peu intriguée cette question parce que je me dis tiens c'est rigolo des fois le décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on fait paraître. Et où, et en plus il y a le biais des réseaux sociaux au milieu, donc évidemment ça on sait que évidemment ça biaise ce qu'on fait paraître et où ce que les gens perçoivent aussi de l'autre côté, voilà. Du coup pour répondre à la question, comment tu as vécu intérieurement ce passage d'une activité qui était centrée sur ton boulot à quelque chose de beaucoup plus vaste, du coup j'aurais un petit peu de mal à répondre dans le sens que je me suis pas sentie n'avoir que mon boulot et puis d'un coup avoir plein d'autres choses. Donc ça, je l'ai pas vécu. Par contre, comment dirais-je, le retour que je peux faire, c'est plutôt le fait d'avoir beaucoup de choses en même temps, puisque c'est aussi une année où il y a ça, mais c'est aussi une année où j'ai acheté une maison. C'est aussi une année où du coup on est en chantier de la maison, puis un chantier dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire que clairement la maison est absolument tout à fait inhabitable, hein. On n'a pas alors je dis j'ai acheté parce que pour vous raconter ma vie, mon mari était déjà propriétaire, j'ai acheté la maison mitoyenne, voilà, pour vous raconter toute notre vie. Donc la maison, le bloc en entier, tout à fait inhabitable. Trou dans le toit, pas de sol, pas de mur, pas d'électricité, pas d'eau. Voilà, on n'a pas acheté un truc en mode tu mets 3 coups de peinture et c'est réglé. Voilà, parce que c'est la France à Macron, hein, les amis. Donc clairement, c'est une maison que il est évident qu'on l'aurait pas acheté rénové, ça c'est clair. Enfin, on aurait sûrement voulu l'acheter rénové, mais le banquier aurait beaucoup rigolé, c'est sûr et certain. Donc en plus c'est une année où il y a cet énorme chantier et du coup le déménagement quelque part dans l'année 2026 et puis la grossesse et puis l'arrivée fin d'année de bébé. Pardon, je tousse. Commence à être fatiguée de parler. Et donc voilà, à la limite, c'est plutôt ce truc de grand changement, quoi. Voilà, c'est une grosse année, il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup d'enjeux, le rythme est quand même dense, hein, je vous le cache pas, parce que du coup mon mari est quand même consacré à ce chantier, donc moi j'ai aussi récupéré une très grosse partie, pour pas dire l'entièreté de ses tâches à la maison actuelle, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc effectivement, être enceinte, plus faire tourner la boîte, plus donner les formations, plus s'occuper de la maison et les repas et cives et machin et mes dieux, bon bref voilà, plus le chantier. Bon, moi je passe peu de temps au chantier, on va dire pratico-pratique, matériel, c'est plutôt son sujet à lui, mais il y a plein d'autres choses qui accompagnent un chantier, bien sûr, l'administratif, etc. Bon, c'est plutôt son sujet à lui, mais voilà, il y a effectivement
les semaines sont bien remplies, voilà, on va dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps cette année. Donc à la limite, c'est plutôt, voilà, je dirais la transformation globale, et que pour arriver à bien la vivre, ou en tout cas à la vivre au mieux, je pense que déjà j'ai beaucoup de chances d'être indépendante. Même si on le sait, ça a les inconvénients en termes de sécurité financière, ou plutôt d'insécurité financière, de prévoir des choses, l'arrêt de l'activité, on va s'arrêter combien de temps, il va se passer quoi, et ça va impliquer quoi, et le congé mat, et bon, voilà, bien sûr, il y a tout ça. Peut-être je pourrais faire un focus sur ces questions-là dans un autre épisode, si ça vous intéresse, vous me direz. Mais du coup, vraiment, je pense que ça m'aide énormément à bien vivre toute cette transformation, parce que je peux quand même adapter mon emploi du temps, je peux quand même me reposer quand j'en ai besoin. 98% du temps, il y a des moments où je pouvais pas, parce qu'il y a un rendez-vous qui était prévu, parce qu'il y avait une journée de formation, on est d'accord, mais bon, ça n'a rien à voir avec nos collègues salariés, par exemple, qui doivent y être, quoi qu'il arrive. Donc voilà, et évidemment, l'entourage, Vraiment, là, pour le coup, c'est évidemment important. Bon, évidemment, mon mari en premier lieu, parce que c'est lui qui est là au quotidien. Mais effectivement, d'avoir un conjoint ou une conjointe, pour celles d'ailleurs qui sont en grossesse avec un conjoint ou une conjointe, parce que ça peut être aussi les amis, ça peut être aussi la famille. Mais voilà, là, effectivement, d'avoir quelqu'un à la maison qui se rend compte, alors qui se rend pas compte phénoménologiquement, mais qui se rend compte sur d'autres points, et qui du coup soutient, adapte, etc. Mon chien avec qui je suis toute la journée. Et puis effectivement, nécessairement la famille, les amis, voilà, selon vos ressources à vous, éventuellement les pros de santé, bien sûr, et puis les pros de santé de parasanté, comme on dit, je sais pas moi, psychologue, etc., votre ostéopathe, enfin bon bref, j'en sais rien. Mais effectivement, la question de l'entourage, ça y fait, et où en même temps, moi, particulièrement sur le premier trimestre, j'ai eu plutôt un effet de mise en retrait, pour le coup, où à la limite, je me suis plutôt tournée vers des amis qui sont mamans. Du coup, ça m'a un petit peu décalé, évidemment, dans les ressources. Mais c'est vrai que je me suis pas non plus retrouvée dans une situation de surprise totale, et je ne me suis pas non plus retrouvée dans une situation d'avoir 25 milliards de questions, dans le sens que c'est aussi une bonne partie de mes études. Donc du coup, ça c'est aussi, je pense, un autre avantage dans cette transformation là de cette année, c'est que j'ai pas 25 milliards de questions. Vous voyez, je peux continuer ma pratique du yoga, déjà parce que j'ai la santé pour le faire, donc ça c'est aussi un privilège qui aide au fait que les choses ont changé, mais c'est pas non plus le jour et la nuit du jour au lendemain, vous voyez ce que je veux dire, et qu'en fait pour mon yoga, moi c'est mon métier d'être prof de yoga et de yoga thérapie, donc en fait je peux adapter mes séances toute seule. Enfin vous voyez, il y a aussi plein d'autres variables qui font que c'est quand même moins rude, moins pénible que dans certaines situations, parce que j'ai aussi plus d'indépendance, j'ai aussi plus d'autonomie finalement dans cette situation. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Finalement, je crois que j'ai pas fait 1 heure, mais on doit pas être loin. Finalement, j'ai essayé de bombarder un peu, mais il y avait quand même pas mal de questions. Voilà, j'espère que cet épisode il vous aura plu, qu'il vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si vous avez besoin de creuser, n'hésitez pas à écouter des épisodes que je vous mets dans la description, puisque j'avais déjà reçu des professionnels pour parler de ces sujets-là, du côté psychologie et du côté sage-femme. Donc je vous mets les liens dans la description si vous voulez retrouver ces épisodes qui sont pas récents, ils doivent avoir déjà 2-3 ans, mais qui sont de toute façon toujours d'actualité. Je vous mets les liens vers le travail de Solène si vous voulez, notamment le calendrier de la bébé, parce que c'est un plus petit budget, un petit investissement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, ça peut vous aider, etc. Et pourquoi pas l'entièreté de sa préparation business à la grossesse. Je vous mets les liens dans la description. Je pense qu'en termes de liens, ça suffit. Si en faisant le check programmation de l'épisode, je vois d'autres choses, voilà, allez dans la section liens mentionnés. Si je pense à d'autres choses, je vous le mettrai. On se retrouve sur la communauté Bien dans ta boîte. C'est toujours gratuit. Ça permet d'échanger au quotidien. Ça permet de créer du lien. Ça permet de sortir de ces réseaux sociaux dont on a un petit peu marre quand même. Et puis, il se passe plein de choses sur cette communauté. Il y a des ateliers, il y a des cercles de pratique gratuits pour les pros de l'accompagnement. Le prochain, c'est le 2 juin. C'est ça. Le cercle de pratique gratuit, c'est juste que c'est limité à 5 personnes, donc il faut réserver sa place. Peut-être toutes les infos dans la description. Et le prochain atelier, c'est un atelier de médecine chinoise. Ça sera le 16 juin. Je te mets les liens. Voilà, j'avais un premier lien que j'avais oublié dans la description si tu veux aller voir cet atelier, si tu veux éventuellement t'inscrire pour être là en live et ou en replay. Et je te dis
À très vite, à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.